Bon matin tout le monde. Dans le fond, je vais vous demander si possible de fermer vos caméras. Puis, il va rester deux caméras d'ouvertes, soit celle de Marie-Ève et de Joanne qui vont animer la rencontre. Dans le fond, pour vous introduire un petit peu, dans le fond, aujourd'hui, initialement, on avait prévu là, un webinaire sur la nutrition, sur l'alimentation. Mais comme il y avait eu beaucoup de questions là, dans les derniers webinaires sur les services, entre autres, on avait discuté de certains services là, du CIUS, ben, on a invité Marie-Ève et Joanne là, pour un webinaire et celui sur la nutrition va être probablement, là, si on reproduit les webinaires à l'automne, va être transféré à l'automne. Dans le fond, Marie-Ève et Joanne viennent de la direction du programme Soutien à l'autonomie de la personne aînée. On peut aussi prendre l'acronyme SAPA pour Soutien à l'autonomie personne aînée. Donc, si vous entendez ça, SAPA, ça vient vraiment de ces mots-là. Ils sont chefs d'administration de programme au soutien à domicile. Un autre acronyme qu'on peut entendre, c'est le SAD, soutien à domicile. Et ils viennent bien sûr du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec. On va s'en tenir à CIUS pour l'acronyme du Centre de santé. Donc, on a Marie-Ève Gosselin qui, elle, est du côté Arthabasca-Érable et on a Joanne Minier qui, elle, s'occupe du territoire Drummondville, Bécancour, Nicolet-Yamaska. Donc, je vais leur laisser la parole et je pense, les filles, vous avez une petite présentation que vous pouvez partager. Je vous laisse. Merci beaucoup, Jannick. Effectivement, on a une présentation que je vais mettre sous peu là, à l'écran. On souhaitait en fait aujourd'hui présenter sommairement aux gens qui sont avec nous l'offre de services en soutien à domicile, mais aussi vous faire part de comment on a dû ajuster cette offre de services-là en contexte de pandémie. On sait que la pandémie, c'est quelque chose qui est encore en évolution, donc on est encore aussi en mouvement au niveau de l'offre de services. Fait qu'on va vous faire part aussi d'on est rendu où dans l'ajustement en date d'aujourd'hui. Mais évidemment que c'est quelque chose qui va continuer à évoluer aussi au fil du temps. Je vais donc vous partager à l'écran. Là, je fasse un petit tour de techno. Puis pour ce qui est des questions, est-ce que vous prenez les questions au fur et à mesure? Est-ce que vous aimez mieux à la fin? Je pense que ce serait préférable de les garder pour la fin, dans le sens où possiblement qu'au cours de la présentation, on va déjà répondre d'emblée à une bonne partie des questions pour avoir les gens. Sinon, à la fin, ça nous fera plaisir de répondre. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran quand on se parle ou Non, on ne voit pas le partage. Parfait. Je vais essayer de... Parce que là, j'étais à deux écrans, hein, fait que faut écran 2. Est-ce que... Ah, ça ben, fonctionne. Je vais baisser les petits... Voilà. Donc, je vais commencer d'entrée de jeu par vous parler un peu de qui est la clientèle au soutien à domicile. Les services, en fait, s'adressent à tout usager, peu importe son âge, qui présente des incapacités temporaires ou permanentes. Ça peut être de nature physique, psychosociale ou psychique. Il peut y avoir plus d'une sphère, bien sûr. Et cette personne-là doit recevoir ses services à son domicile ou dans un milieu de vie autre, comme par exemple les résidences privées ou les ressources intermédiaires, mais c'est une personne qui n'est pas en mesure de se déplacer pour ses services, pour une partie de ses services ou pour la totalité des services qu'elle requiert. Et ça s'adresse aussi aux proches aidants. La gamme des services qu'on a au soutien à domicile, bien, ça se distingue par des services, une offre de services spécifiques, en fait, mais qui partagent un but commun,
qui est de s'assurer de la continuité des soins et services, puis favoriser le maintien à domicile de l'usager. Un même usager peut avoir différents services qui sont requis pour répondre à ses besoins. Donc, dans ce contexte-là, bien, on va s'ajuster en fonction des besoins qu'on aura évalués chez cette personne-là. Et il y a certains services qui sont exclusivement offerts par l'équipe de soutien à domicile, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent être dispensés en collaboration avec différents partenaires de réseau. C'est notamment le cas pour ce qui est des services de support aux aidants. On sait qu'on a d'autres partenaires là, qui vont offrir aussi une palette de services qui va être parfois complémentaire ou qui va pouvoir répondre aussi à certaines occasions en totalité aux besoins de la personne. Dans les services qu'on a de notre côté à nous, soutien à domicile, on a différentes équipes, en fait, qui offrent chacune un volet auprès de la personne comme type de service. On a donc le volet psychosocial, donc les intervenants sociaux qui, eux, vont soutenir et rétablir le fonctionnement social de la personne. Les soins infirmiers vont bien sûr évaluer l'état de santé de la personne, mais aussi déterminer et assurer la réalisation d'un plan de soins, un plan de traitement. Donc, quelqu'un qui aurait, par exemple, des soins de plaie à avoir, des injections, un suivi pour, par exemple, un cancer ou des maladies de cette nature-là, bien, l'équipe de soins infirmiers peut prodiguer ces soins et services-là. Et il y a aussi possibilité de recourir, dans certains cas, à un support médical à domicile aussi. Sinon, le personnel de soins infirmiers fait évidemment le pont avec les médecins traitants dans la communauté. On a un service aussi de physiothérapie pour les gens qui ne sont pas en mesure de se déplacer pour recevoir ce type de service-là. Ça va donc se permettre à la personne de retrouver le maximum de ses capacités physiques afin qu'elle puisse réaliser ses activités quotidiennes en fonction de sa condition et son potentiel de récupération. Mais je vous dirais aussi, afin de demeurer dans son milieu de vie le plus longtemps possible. On sait que souvent, pour demeurer à la maison, ça prend quand même une certaine capacité de déplacement et d'autonomie. Puis ces services-là vont permettre le maintien de la personne aussi de façon le plus optimale possible là, en gardant son bon tonus musculaire, en gardant ses capacités motrices. En ergothérapie, ils vont permettre, eux, aux personnes de bien s'organiser, d'accomplir les activités au quotidien en trouvant des méthodes pour pallier aux limites. Si, par exemple, les gens ont des limites, que ce soit en fait au niveau des capacités cognitives ou des limitations physiques, ils vont pouvoir à ce moment-là les aiguiller et adapter leur milieu de vie là, pour bien pallier ces limitations-là. Une personne, par exemple, qui aurait de grandes incapacités à embarquer dans sa baignoire qui lui causerait des risques de chute pourrait avoir certaines adaptations là, de sa salle de bain qui lui sont proposées. Et cette équipe-là fait aussi des adaptations au niveau cognitif, donc quelqu'un qui aurait énormément de difficultés à se rappeler sa médication. On pourrait aussi mettre là, des stratégies en place pour s'assurer que la personne prend de par elle-même ou avec assistance là, sa médication de façon optimale. C'est des petits exemples de ce qu'ils sont en mesure de faire. En inhalothérapie, bien, ils vont s'occuper, eux, de la condition pulmonaire là, de l'usager, donc tout ce qui trie à la respiration au poumon. On a des gens qui sont en incapacité de par le fait que leur capacité respiratoire est trop limitée. Fait qu'on a une équipe qui s'occupe de ça, qui va aussi prendre en charge l'oxygène à domicile quand les gens en ont besoin. On a aussi une équipe de nutritionnistes qui, elle, va s'occuper des régimes, mais vraiment thérapeutiques, là, ceux qui sont requis par l'état de santé de la personne, pour avoir vraiment assurer, en fait, que les gens aient une bonne alimentation pour répondre à leurs besoins. Ils s'occupent aussi là, de la partie dysphagie, donc des gens qui ont de grandes difficultés à avaler là, pour qu'on puisse adapter aussi les textures à cette clientèle. Les services professionnels de tous ces gens-là, bien, durant la pandémie, on a eu évidemment des ajustements à faire. Donc, tous les services professionnels ont dû être réévalués selon la pertinence qu'ils avaient, dans le sens où ils le sont tous là, puisqu'on les dispensait, mais on a dû avoir une évaluation un peu sur qu'est-ce qu'on était capable de faire autrement versus comment on dispensait les services avant la pandémie. Donc, on a dû regarder la possibilité de faire des interventions téléphoniques, de réduire la fréquence dans certains cas, ou de suspendre des fois même les services quand l'intégrité de la personne n'était pas compromise.
Je vous donne en exemple, on avait certains services qu'on pouvait dispenser que les aidants étaient en mesure de le supporter, de l'offrir eux. Euh, donc, il y a dans certaines occasions, on a vraiment pris cette option-là pour répondre aux besoins du client. Ce qu'on a vu aussi comme réalité, c'est qu'on a eu une augmentation des services à dispenser, dans le sens où, avec la COVID, on a bien sûr eu des gens qui ont dû rester chez eux, puisque la majorité de notre clientèle est une clientèle âgée ou une clientèle à risque, là, comme les immunoprimés, comme les gens qui ont des cancers ou des maladies comme ça qui sont plus vulnérables. Donc, notre volume de gens à desservir est devenu plus grand. Évidemment, des gens qui ont été atteints par la maladie ont pu aussi avoir recours à nos services s'ils étaient trop faibles pour se déplacer pour leur service aussi. On a donc eu une augmentation de notre offre de services dans le sens où, comme les âgés devaient demeurer chez eux pour éviter d'être à risque, bien, il y a une partie de la population aussi qu'on ne desservait pas normalement parce qu'ils étaient en mesure de se déplacer pour leur service, par exemple pour leur prise de sang. Que là, on est allé les faire à la maison pour leur éviter de sortir. Évidemment, c'était pour les services qui étaient considérés comme essentiels. On a aussi mis en place une certaine garde d'infirmières, donc des infirmières qui étaient sur appel là, pour bien répondre aux besoins quand il y avait des symptômes ou des situations particulières là, en résidence privée ou en ressources intermédiaires. Les RPA, RNI, c'est ce que ça veut dire, là, c'est les résidences où habitent les personnes âgées. Fait qu'on a souhaité, en fait, mettre ce service-là de proximité pour que les gens évitent de se déplacer à l'urgence. Donc, nous, nos équipes d'infirmières étaient en mesure d'aller évaluer, peu importe l'heure de la journée, là, c'est une garde qui est là 7 jours semaine, 24 heures sur 24. Donc, ça permettait dans ces résidences-là aux personnes âgées de déjà pouvoir avoir une évaluation de l'infirmière, puis un appel à un médecin de garde pour éviter de les envoyer à l'urgence. On a eu aussi, bien évidemment, certaines résidences qui ont été touchées par les éclosions de COVID. Et là, c'est nos équipes à nous aussi qui viennent supporter les milieux, là, puis évidemment aussi évaluer les usagers pour leurs conditions de santé en cas d'éclosion. C'est un changement de modèle de référence aussi pour la façon de desservir les services, dans le sens où on a voulu limiter le nombre de personnes qui intervenaient, que ce soit dans les domiciles directs ou dans les résidences, pour éviter d'avoir plusieurs contacts. Justement dans le but d'avoir le moins de visites possible, même si elles sont essentielles pour éviter là, les risques de contamination. Et c'est des ajustements qu'on a fait. Puis on est allé aussi vers une offre de service qui a dû être réorganisée en fonction de ça. Les services d'aide à domicile, mais c'est vraiment les soins directs à la personne qu'offre notre équipe aussi. Donc, il est possible d'avoir des services d'aide à la vie quotidienne comme l'habillage, l'hygiène, l'aide à l'alimentation, l'aide aussi pour les personnes qui ont des incontinences urinaires ou fécales, donc les changements de couche, les vidages de sonde, et les soins de cette nature-là. Des soins d'assistance à la mobilité aussi, dans le sens où on a des gens qui ont besoin qu'on les aide à se déplacer ou à se lever le matin. C'est des services qu'on est en mesure d'aller offrir à domicile. On fait aussi des installations d'orthèses, de prothèses. C'est différentes aides techniques là, qu'on est capable d'aller en fait installer aux gens, ou qu'on est aussi en mesure d'aller à certains points de la journée, les aider dans leur déplacement. Certains peuvent être autonomes dans la maison pour circuler, mais pas nécessairement être capables de passer du lit à leur fauteuil roulant le matin. Fait qu'on a un certain type de support aussi à ce niveau-là qui est fait. Ça se passe aussi dans les communications, dans le sens où nos personnes, si elles n'ont pas leur appareil auditif ou leur appareil visuel, bien, il peut être problématique pour elles aussi de communiquer avec leur environnement. Donc, c'est aussi un service qu'on peut faire. Et bien évidemment, on a un service aussi de répit, présence, surveillance, dans le sens où il y a un support aux aidants qui est particulièrement important aussi dans un contexte de pandémie où est-ce que là, certains services autres mesures de répit ne peuvent pas s'actualiser à ce temps-ci de l'année. Mais c'est important quand même de voir est-ce que les aidants qui ont là les aider avec eux, dans le fond 24 heures sur 24, ont quand même un besoin aussi de support à ce niveau-là. Fait qu'on a modulé quand même la palette de services là-dessus.
et besoin d'assistance aux soins, donc l'administration de la médication, c'est quelque chose qu'on peut supporter, la prise de glycémie, installer les bas supports de la personne et bien évidemment les retirer aussi. Là. C'est tous des services aussi de soins, d'assistance qui sont en mesure d'être faits par notre équipe. Les services, comment ils se sont ajustés durant la pandémie, mais encore là, il y a certains services qui, avec les aidants, on a convenu qu'on dispenserait les services différemment. Certains soins d'hygiène, par exemple, visaient à aller donner une petite chance à l'aidant pour qu'il y ait moins de choses à faire et qu'il puisse avoir un petit peu de temps pour lui. Certains ont préféré avoir moins de visites et assumer le service eux-mêmes. C'est des types d'ajustements qu'on a fait, mais bien évidemment, on a revu, comme dans le cas des professionnels, là, la fréquence des services. Puis certains ont été à la demande ou du moins en concertation avec le proche et la personne aidée. Parfois suspendus, mais bien évidemment, on garde contact et on fait des relances à ces gens-là quand même là, pour voir comment ça va à la maison. On a certains enjeux aussi auprès de nos partenaires parce que c'est des services qu'offrent aussi nos partenaires, par exemple pour des services justement d'hygiène ou des services de répit. Il y a quand même plusieurs partenaires qui les offrent, mais ils ont souvent en fait comme ressources des personnes qui sont âgées elles-mêmes, ce qui fait qu'on a des gens dans les partenaires qui ont dû cesser leurs activités là, durant le temps de la pandémie, fait que ça nécessitait encore là un certain ajustement. On a certaines activités qui, de par aussi les consignes ministérielles, ont dû être cessées. Et on a aussi certaines résidences privées là, dans lesquelles ça pouvait être complexe d'aller dispenser les services de par le fait que les services, en fait, étaient très restreints, l'accès était très restreint dans les résidences pour protéger les personnes vulnérables qui y habitent. Nos partenaires avec qui on dispense là, cette palette de services-là, on les a tous formés en fait pour les équipements de protection individuelle, aussi les masques, les gants, les jaquettes, tout ça qu'on a apporté là, pour s'assurer de ne pas contaminer les personnes vulnérables qu'on visite. Et on a aussi vu à approvisionner ces dispensateurs de services-là avec les équipements requis là, pour pas qu'il y en manque, pour être sûr qu'il y ait tous les bons équipements durant les soins donnés là, aux personnes qu'on dessert. Et, ce qui est particulier aussi, c'est que les gens qui étaient atteints de la COVID, bien là, c'est vraiment des gens dédiés qu'on envoyait à cette maison-là. Assurément qu'on n'envoyait pas l'intervenant voir une personne qui était atteinte de la COVID pour après ça aller voir une personne qui ne l'avait pas, bien évidemment. On voulait vraiment que ce soit limité, là, les services, ou bien on dispensait des services à des gens infectés, ou puis évidemment, on mettait toutes les mesures nécessaires. Mais sinon, c'est des équipes à part là, qui donnaient ces services-là, justement pour éviter de transmettre la maladie d'un endroit à l'autre. Dans les services aux proches aidants, on a en temps normal un service de centre de jour. On sait que là, bon, on a dû en interrompre les activités, mais normalement, on fait des groupes d'activités, d'exercices et il y a une partie répit aussi qui est supportée par ces volets-là. Pourquoi on a dû les suspendre? Bien, c'est d'une part parce qu'ils sont situés pour certains en centre d'hébergement et là, on a dû, pour justement cette raison-là, cesser les activités. Et dans d'autres endroits, mais c'est en RPA. Puis encore là, on avait une complexité là, d'accueil des gens là, de par le fait des normes à respecter en lien avec la protection des personnes vulnérables qui y habitent en permanence. Les services de présence, surveillance, eux, ben, c'est vraiment nos services de répit à domicile, que ce soit nos équipes à nous d'auxiliaires santé services sociaux ou les entreprises d'économie sociale. Il y a des gens qui recourent aussi au chèque emploi-service, qui est une modalité de financement d'heures, qui peuvent engager une personne qui va octroyer le répit. Sinon, bien, il y a des organismes communautaires aussi, bien évidemment, qui offrent ce service-là. Ça s'est poursuivi. Puis, on a même, dans certains cas, rehaussé le nombre d'heures, en fait, qui étaient allouées dans le contexte où, comme d'autres modalités étaient plus complexes, là, comme le centre de jour, on souhaitait quand même que les gens soient bien supportés durant cette pandémie-là. Et l'hébergement temporaire, c'est la même chose. Comme ils sont en résidence privée et en centre d'hébergement, bien encore là, on a dû suspendre temporairement, mais bien évidemment, on assure une vigie puis on relance les gens là, qui avaient besoin de ce service-là pour voir comment on peut s'assurer de bien les supporter autrement
au niveau ce qu'on souhaite, en fait, c'est vraiment éviter un épuisement de l'aide. Les services aux proches aidants, bien, pendant la pandémie, je vous en ai parlé un petit peu, donc on a eu fermeture de nos centres de jour. Les services de présence-surveillance, bien, on a en fait encouragé la poursuite des services, bien évidemment en respect des consignes de prévention. Et encore là, les services de présence-surveillance qui sont dispensés par nos partenaires, bien, c'est la même chose. Là, on a vu aussi à ce niveau-là à ce qu'ils aient tout accès aux équipements de protection requis pour assurer un service sécuritaire. Et l'hébergement temporaire, bien, c'est la même chose. Là. On a encore là dû suspendre le service de façon temporaire. C'est la même chose pour ces services-là, en fait, versus les services aux usagers infectés, dans le sens où les gens qui sont infectés à la COVID, bien, on a dédié des équipes à part là, pour dispenser ces services-là pour éviter là, une propagation qui pourrait être faite d'un milieu à l'autre. Mais sachez que de toute façon, nos équipes, quand elles sortent d'un milieu, elles ont des mesures très établies là, à suivre, en fait, pour s'assurer qu'elles ne transmettent pas en quittant le domicile. Mais quand même, on veut s'assurer vraiment qu'il n'y ait pas de croisement quand même de ces intervenants. Au niveau du volet des services techniques, on a le prêt d'équipement qui, lui, a poursuivi ses services, mais évidemment avec certains ajustements au niveau de la prévention et contrôle des infections, dans le sens qu'il y a une certaine désinfection là, qui a dû être ajustée avec des produits différents adaptés à la COVID là, pour être sûr de bien tuer le virus là où il était, avec des trajectoires différentes aussi que prennent les équipements pour s'assurer de la désinfection. Puis tout ça fait qu'on a tout revu ça pour que ce soit fait de façon vraiment sécuritaire, ce qui fait qu'il est possible encore là, de prêter des équipements à la population qui en a besoin. Marie-Ève, je vais te passer le relais. Oui, je vais te laisser prendre une petite gorgée d'eau. Alors, bonjour à vous tous. Je vais poursuivre dans le même ordre d'idée en continuant à vous expliquer un peu c'est quoi les autres services qui sont disponibles là, au niveau du maintien à domicile. On parle de lits post-hospitaliers dans notre langage, on les appelle les LPH. C'est quand une personne... Excuse de t'interrompre, Marie-Ève. Oui. Le son est pas très fort. Peut-être juste te rapprocher. Je vais me rapprocher le visage parce que... Oui, je suis désolée, mais c'est juste qu'on entendait moins bien, mais là, ça va. Ça va? Ouais. Merci, je suis désolée. Je vais essayer de parler plus fort à ce moment-là. Ça va juste être dérangeant pour mes collègues de bureau à côté. Donc, ce que je disais, c'est que nous avons aussi également des lits post-hospitaliers. Ce type de lits-là, ce sont pour une personne qui est présentement en milieu hospitalier, qui ne nécessite plus une intensité de service avec un support médical, mais qui ne peut malheureusement pas retourner à la maison tout de suite. Donc, on a trois niveaux, trois missions à travers ces lits post-hospitaliers-là, soit la convalescence. Donc, pour une période temporaire, on doit aller faire un séjour là, dans un endroit où je pourrais recevoir certains soins puisque je ne peux pas les avoir à la maison pour toutes sortes de raisons. Il y a aussi les lits d'évaluation, orientation qu'on appelle. Donc, ce sont des gens qui ne peuvent pas retourner à la maison, mais que on doit évaluer quel est le meilleur milieu de vie qui va répondre à leurs besoins. Donc, est-ce que ces gens-là seront orientés vers le réseau public, vers le réseau privé, soit dans les ressources intermédiaires, dans les résidences pour personnes âgées ou les CHSLD. Donc, il y aura une évaluation de l'ensemble des incapacités et des besoins de cette personne-là et pour mieux l'orienter par la suite dans le milieu de vie qui va correspondre à son besoin actuel. Et on a dans notre troisième mission des LPH les unités transitoires de réadaptation fonctionnelle qui accueillent davantage une clientèle qui nécessite une certaine réadaptation temporaire. On ne parle pas de réadaptation intensive, mais qui nécessite quand même un niveau de réadaptation là, de minimalement 3 fois par semaine là, pour pouvoir aller mieux et réintégrer son domicile. Et si ce n'est pas possible, bien, à ce moment-là, d'être redirigé vers un nouveau milieu de vie. Donc, ce sont nos LPH. C'est sûr que pendant la pandémie, tout dépendant de l'endroit où se situent ces lits-là, parce que vous comprendrez que nous en avons dans la communauté, nous en avons dans les résidences, nous en avons dans les CHSLD, dans les ressources intermédiaires. Donc, les admissions ont pu se poursuivre. Par contre, il a fallu mettre en place des mesures de prévention et de contrôle des infections
pour permettre l'admissibilité des gens, soit de s'assurer là, que ces gens-là ne sont pas positifs à la COVID et qu'ils ne présentent pas de symptômes de la COVID. On a également de s'assurer que les gens qui étaient admis dans ces lits-là puissent faire un isolement à la chambre pendant 14 jours. Pour éviter encore là tout risque de propagation à l'intérieur du milieu où est-ce qu'ils se trouvent, le port des équipements de protection individualisés, la fermeture des chambres en occupation double. On avait certains milieux qui offraient des chambres doubles, donc c'est sûr qu'on devait diminuer à une personne par chambre dans ces situations-là. Et nous avons également aussi fait l'ouverture de places temporaires supplémentaires pour nous permettre de nous donner une marge de manœuvre si toutefois notre milieu hospitalier il était plein et qu'on avait plusieurs gens qu'on pourrait sortir qui ne nécessitaient plus la structure là, du centre hospitalier. Donc, il y a eu des achats de places qui ont été faits là, autant du côté de Drummondville que de Arthabasca pour nous donner une marge de manœuvre si jamais là, on était en débordement au niveau milieu hospitalier. Fait que ça fait le tour pour les lits post-hospitaliers. Vous savez, quand on parle de changement de milieu de vie, quand la santé et la sécurité de notre usager est compromise, malgré la mise en place de services, quand on est confronté avec des gens qui présentent de l'agressivité, de l'opposition, de l'errance, des risques élevés de chute, un niveau d'insalubrité en lien avec des troubles cognitifs importants, l'absence d'un réseau ou d'adaptation du milieu impossible, quand le choix de l'usager de demeurer à domicile va à l'encontre des capacités du proche aidant malgré tous les services qui sont mis en place, quand les ressources humaines, matérielles et financières de l'usager ne suffisent plus à répondre à ses besoins malgré une intensification des soins et services, vous comprendrez que il y a un moment donné, on atteint une certaine limite et on doit à ce moment-là se tourner vers un changement de milieu de vie qui est une étape importante pour nos aînés parce qu'on les déracine de leur endroit où est-ce qu'ils habitent depuis longtemps. Donc, on doit vivre des deuils. Donc, mais c'est de s'assurer qu'à travers ces étapes-là, il y a des intervenants du soutien à domicile qui sont là pour accompagner nos aînés là, dans cette transition-là. Je vais laisser Joanne changer. Donc, encore là, pendant la pandémie, c'est sûr que les orientations en CHSLD et les ressources intermédiaires ont demeuré possibles, mais il y a certaines mesures de prévention et de contrôle des infections qui ont été mises en place et qui sont évolutives à travers le temps. Versus, on n'est plus où est-ce qu'on était quand on était au début de la pandémie. Maintenant, on a traversé le pic et on est en déconfinement graduel. Donc, certaines règles se sont assouplies, mais il y a quand même là, des règles qui demeurent là, pour s'assurer de la sécurité de l'ensemble du milieu où est-ce que s'en va notre aîné. Si je reviens un peu sur quand on parlait de l'offre de service en soutien à domicile, quand on veut faire une référence au soutien à domicile, il y a 4 étapes préalables à ça. Dans le fond, c'est qu'il y a une demande qui est adressée au niveau d'un guichet d'accueil dans les CLSC des différents RLS qu'on appelle les réseaux locaux. Cette demande-là, elle est analysée par un professionnel. En fonction des besoins qui sont soulevés, ils vont déterminer si le client est admissible à nos services de soutien à domicile ou s'il doit être dirigé vers un autre service, que ce soit les services courants, les cliniques de prélèvement, tout dépendant si les gens répondent aux critères d'admissibilité. Ensuite, on va établir une priorité qui va être en fonction de la précarité de la situation. Et suite à ça, il y aura l'orientation de la demande au bon programme. Vous comprendrez que selon le programme service, et le volume des demandes qui rentrent, nécessairement, c'est possible qu'il y a des gens qui soient mis en attente. Donc, c'est très important lorsqu'on fait une demande pour le soutien à domicile de s'assurer d'avoir un portrait représentatif de la condition de l'usager pour s'assurer de mettre la bonne priorité. Et si toutefois, si ce client-là se retrouve en liste d'attente puis qu'il y a un changement dans sa condition, c'est très important de rappeler à ce moment-là pour qu'on puisse réévaluer la priorité et peut-être justement mettre un délai plus court pour la prise en charge du client. Ensuite, si on vient dans nos priorités, on a 4 niveaux de priorité en soutien à domicile. La priorité 1, c'est qu'il nécessite une prise en charge dans 3 jours et moins suite à la réception de la demande. Ensuite, une priorité 2, on parle d'un délai de 14 jours à partir de la date de la réception. Une priorité 3, on est dans le 30 jours et moins. Et dans la priorité 4, on parle d'un 180 jours idéalement, mais ça peut excéder jusqu'à un maximum de
un an dans le fond, là, mais idéalement, c'est dans le délai de 180 jours qui doit être pris en charge à partir du moment qu'on reçoit la demande. Donc, ce sont nos 4 niveaux de priorisation que nous avons aussi à domicile. Fait que ça vous permet de comprendre un peu pourquoi que certaines personnes vont passer en avant d'autres, mais c'est toujours en fonction de la condition et de la précarité de ce client-là et du risque de se ramasser à l'hôpital, ce qu'on ne veut surtout pas qu'il arrive. Tout ça s'inscrit dans une démarche clinique. Lorsqu'on reçoit la demande, bon, il a été admis, il a été référé au programme. À ce moment-là, il va avoir une prise en charge par un intervenant ou est-ce qu'il va se permettre de faire l'évaluation globale des incapacités et des besoins de cet usager-là. On parle souvent de l'outil d'évaluation multiclientèle. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Donc, c'est vraiment une évaluation qui regarde l'ensemble des sphères de l'individu, autant l'aspect physique, psychologique, social. Donc, c'est vraiment une évaluation qui est complète. À partir de cette évaluation-là, va ressortir certaines incapacités, certains besoins. Donc, on va... Moi, je vais essayer d'écouter la réunion. Là, je suis en train d'écouter les... Ça va. Donc, on va déterminer les besoins à partir de ce qui va nous ressortir de cette évaluation-là, en collaboration toujours avec notre usager. Et il y aura une planification des soins et services suite à l'évaluation. On va pouvoir ensuite déterminer qui sera le prestataire parce qu'il faut regarder dans tout l'entourage de cet individu-là. Est-ce qu'il y a certaines choses qui peuvent être faites par le proche aidant, d'autres seront peut-être faites par la ressource parce qu'il habite dans une ressource intermédiaire, dans une résidence pour personnes âgées. Donc, est-ce qu'il peut recevoir certains services par ce partenaire-là? Est-ce que ça va être les entreprises d'économie sociale qui vont être des collaborateurs? Est-ce que ce sera un organisme communautaire ou est-ce que sinon ce sera les intervenants du soutien à domicile? Donc, on va regarder à travers notre gamme de prestataires qui sera la meilleure personne pour répondre à ce besoin-là. Puis des fois, ça peut être plusieurs partenaires, plusieurs prestataires selon la situation. Ensuite de ça, bien, une fois qu'on a tout organisé le tout, on a planifié les soins et services, il y aura la dispensation des services qui va se faire. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'après un certain temps, on puisse avoir un compte-rendu, une expérience de soins, s'assurer que les soins et services sont bien rendus, que le client il est satisfait et qu'on répond bien à ses besoins. Donc, c'est vraiment notre démarche clinique lorsqu'il y a une prise en charge là, en collaboration avec le client et sa famille là, pour répondre à leurs besoins. Oh, j'ai cliqué trop vite. Je vais revenir juste avant. Ouais. Donc, pendant la pandémie, juste une petite apostrophe en passant, on sait que les visites des proches aidants, que ce soit dans les résidences pour personnes âgées, dans les ressources intermédiaires, en CHSLD ou en centre hospitalier, il y a eu des ajustements, des règles très strictes qui, avec le déconfinement au fil des semaines, au fil des jours, on voit vraiment une souplesse qui s'installe. Par contre, on demeure avec une vigie importante. Donc, ce qui est important, c'est de vous référer au niveau du site du ministère pour avoir les dernières mises à jour sur les consignes particulières qui s'appliquent pour les visites aux proches aidants. Ce qu'on sait, c'est que les proches aidants sont admissibles pour aller visiter leur famille, leur père, leur mère, etc. Par contre, ils doivent quand même respecter certaines conditions et certaines règles. Et ça, il faut comprendre que c'est vraiment... Il faut le regarder de façon populationnelle et non individuelle. Donc, c'est sûr que quand on doit rentrer dans une résidence pour personnes âgées, il faut être soucieux que ce n'est pas un seul individu qu'on doit protéger, mais l'ensemble de la communauté de cette résidence-là. Donc, c'est pour ça que viennent s'appliquer certaines règles. Mais ce sont des droits que vous avez. On ne rentre pas, Joanne et moi, dans le fin détail parce qu'on ne le maîtrise pas à 100%, mais de toute façon, vous avez toutes ces informations-là sur le site du ministère. Vous avez également sur le site du CIUS Mauricie Centre du Québec une section écrite au nom de proches aidants où vous pourriez retrouver aussi l'information en lien avec les recommandations, les consignes là, par rapport aux visites là, de nos proches. Si tu veux. Donc, dans la reprise des activités régulières, on est à planifier un peu parce que, je vous l'ai dit tantôt, le pic de la courbe de la pandémie pour cette première vague-là est sensiblement passé. En tout cas, on l'espère, ça va bien. On est vraiment en déconfinement graduel. Donc, vient s'inscrire la réintégration de nos activités régulières, hein, parce que Joanne vous l'a fait mention tantôt. On a dû mettre sur la glace ou diminuer, restreindre certaines activités parce qu'il fallait apprendre d'autres choses ou réorganiser notre offre là, à travers les nouvelles règles
qu'impose la pandémie. Donc, ces 4 phases-là ne sont pas étalées dans le temps, dans le sens qu'on n'a pas de délai actuellement. Par contre, dans la planification, ce que ça dit, c'est que notre première, c'est qu'il y a une reprise des services au niveau des services courants, les cliniques de prélèvement. Tantôt, on a dit qu'on a dû reprendre certaines clientèles qui, normalement, ne seraient pas admissibles au soutien à domicile parce qu'ils ont la capacité de se déplacer. Donc, en première phase, ce sont ces gens-là qui vont être réintégrés à travers les services courants et les services de prélèvement qu'ils avaient. Donc, ça va se faire là, vraiment graduellement. Il y a aussi, après ça, la reprise de l'ensemble des services qui sont habituellement dispensés par les partenaires externes, incluant le répit à domicile. Le retour aux services usuels dispensés par le réseau local de services, incluant le répit à domicile. Ce sont toutes des choses qui étaient importantes, mais qui ont été octroyées différemment. Donc, ça va reprendre graduellement. Et après ça, on aura notre dernière phase qui est la reprise de l'ensemble des activités du SAD sur une base régulière là, dans l'ensemble. Donc, ce sont vraiment nos 4 phases là, qui s'en viennent, là, dans lesquelles on est en train de travailler avec les différentes directions ou nos partenaires pour que le tout se fasse de façon progressive, mais que ça coule bien. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour de notre présentation sur les services du soutien à domicile. Je crois qu'il nous reste encore peut-être un petit peu de temps, Jannick. Alors, s'il y en a qui souhaitent poser des questions, Joanne et moi, là, on est disponibles pour répondre à quelques-unes de vos questions. Dans le fond, je vous laisse. Oui, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Si vous avez des questions, peut-être ouvrir votre caméra pour qu'on puisse savoir que vous avez une question à poser. Donc, on a Jeanne, Anne. Peut-être ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, sur les services, pas aux aidants, mais proches aidants. J'attends une chirurgie, puis j'ai compris que après avoir sorti de l'hôpital, je dois avoir 14 jours en confinement pour pas que mon mari l'attrape si j'ai le COVID. Est-ce qu'il y a un service que vous me donnez? Dans le fond, tout dépendant de la situation, effectivement, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir retourner chez vous pour différentes raisons, si c'est en lien avec un isolement, à ce moment-là, ce sera de regarder les possibilités. Effectivement, il y a des possibilités d'hébergement temporaire, il y a des possibilités de convalescence qui peuvent être offertes, mais ça va être vraiment propice à chacune des situations. Donc, je ne peux pas m'avancer pour votre situation à vous précisément, mais ça sera regardé avec l'intervenant là, de l'hôpital, l'intervenant social de l'hôpital pour organiser là, votre retour à domicile, si c'est possible de le faire en respectant les normes là, pour pas que justement qu'il y ait un risque de propagation là, auprès de votre conjoint. Il y a des choses qui peuvent être faites, mais c'est sûr que vous comprendrez qu'on ne peut pas rentrer dans des technicalités de façon individuelle parce qu'il y a un ensemble d'éléments et de facteurs qu'il faut regarder. Mais il y a des choses qui sont disponibles, qui sont possibles pour vous là, à ce moment-ci. Donc, est-ce que madame va pouvoir le savoir avant? Dans le fond, c'est son intervenant qu'il faut qu'elle appelle avant son opération? Moi, je ne sais pas, Joanne, comment vous le traitez de votre côté, là, mais alors, normalement, il y a des choses qui sont attachées parce que souvent, il y a des gens qui, quand ils doivent subir une chirurgie, puis c'est déjà prédit qu'il ne pourra pas retourner à son domicile à ce moment-là. Il y a déjà une démarche qui doit être engagée à l'effet que cette personne devra aller faire sa convalescence dans un autre milieu. Là, je vous parle de niveau de convalescence. Oui. Bien, en fait, s'il n'y a pas déjà un intervenant du soutien à domicile qui est auprès de madame et de son conjoint, bien, il est possible à ce moment-là de contacter notre guichet d'accès. Jannick, on pourra peut-être vous rendre là, nos coordonnées disponibles si vous souhaitez le mettre là, pour que si les gens veulent y avoir accès. Mais eux pourraient être en mesure d'analyser spécifiquement la situation de madame parce que c'est vraiment souhaité d'avoir déjà le plan de match avant la chirurgie. Parce que là, une fois la chirurgie terminée, des fois, ça devient plus difficile là, pour les gens de faire leur démarche. Fait qu'il faut vraiment attacher tout ça avant, voir qu'est-ce qui est possible là, en fait comme action. Mais oui, on comprend bien là, la nécessité de protéger le conjoint là, suite à une hospitalisation. J'ai parlé avec l'intervenant, puis elle m'a dit qu'il n'y a pas de service pour moi. Il faut que je m'arrange en privé. Bien, c'est comme je vous dis, il faut vraiment évaluer la situation de chacune des personnes. Là.
peut-être lui demander à ce moment-là de vous supporter dans les démarches si elle a considéré que ce n'était pas admissible dans nos lits à nous d'hébergement. Peut-être voir avec cette personne-là si elle peut vous seconder, vous aiguiller là, davantage dans votre démarche. De voir aussi les autres possibilités parce que vous comprendrez qu'effectivement, on parle idéalement un confinement 14 jours. Des fois, il y a des choses qu'on peut aller faire vérifier au niveau de la santé publique là, pour être sûr que qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation-là parce que vous êtes quand même un couple, il y a 2 personnes qui restent dans la maison, puis des fois, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'en aller. Si vous ne répondez pas à nos critères au niveau de l'admissibilité dans nos lits, LPH que j'appelle, mais à ce moment-là, quelles sont les autres alternatives possibles? Puis est-ce qu'il y a des assouplissements qui peuvent se faire au niveau là, du confinement à la maison là, pour tenter de respecter la distanciation de 2 mètres, etc. Il y a certainement des modalités là, qui peuvent vous être données pour vous permettre de pouvoir cohabiter ensemble là, tout de même là, dans le même environnement. Madame Jeanne-Anne, si jamais vous voulez nous contacter, puis on pourra regarder ensemble, spécifiquement là, selon votre situation, qui peut vous accompagner là, dans cette démarche-là? C'est où que je contacte? Dans le fond, je vais laisser le numéro. Est-ce que vous voyez le chat à côté? Dans le fond, vous avez conversé ou chat. Quand vous cliquez dessus, je vais mettre le numéro de téléphone de l'appui. Vous pouvez appeler, puis on va pouvoir regarder qui peut répondre à vos questions. OK. Votre nom, vous, c'est? Moi, c'est Jannick. C'est l'appui Centre du Québec. OK. Il y avait Jean-Guy qui avait une question. J'ai plusieurs petites choses que j'aimerais mentionner. D'abord, est-ce que vous êtes au courant du sondage de la FADOC aujourd'hui qui est paru sur Facebook? Non. Et étant donné la diminution, alors dans le fond, le sondage dit qu'actuellement, là, vos services là, sont en recul de 30 % dans bien des situations. Et là, dans le fond, là, je vois qu'aujourd'hui, vous faites une présentation de vos services. Moi, ce qui me vient en premier, là, est-ce que d'abord, les services sont disponibles? Puis quand on appelle, là, on est-tu bienvenu quand on appelle? Ou si, dans le fond, vous manquez de personnel, puis là, vous avez à reprendre 30 % des services que vous étiez supposé de donner avant. C'est un peu ça au niveau logistique, moi. Parce que dans la situation dans laquelle je suis là, c'est déjà quelque chose de présenter des services externes à nos proches. Moi, j'ai mon beau-père de 99 ans là, qui vient de faire une chute là, hier. Là. Alors, donc, en allant dans son bain. Est-ce que je dois appeler le CLSC pour voir comment il pourrait nous aider là-dedans ou pas? Je ne savais pas là, jusqu'à quel point vous êtes disponible ou les gens sont en congé ou en arrêt de travail. Parce que là, si on entend le premier ministre, là, c'est 10 000 personnes qui sont en arrêt de travail actuellement. C'est-tu le cas aussi d'un service à domicile? Tout le monde est brûlé, dans le fond, avec les situations dans lesquelles on vit. On peut peut-être laisser Joanne répondre, étant donné qu'elle est à Drummondville, Jean-Guy. Okay. Effectivement, on a certains services qui ont ralenti, comme on l'a expliqué en début de la présentation, en raison de la COVID, de l'augmentation aussi des services qu'on a dû dispenser. Par contre, on ne voudrait surtout pas que quelqu'un qui a des besoins s'empêche de nous soumettre une demande de crainte qu'on ne puisse pas y répondre rapidement. Marie-Ève vous a présenté les degrés de priorité. Ils visent justement à bien cibler les gens qu'on a besoin de voir en premier. Certains, effectivement, des fois, on va les faire attendre un petit peu plus parce qu'on considère que la sécurité ou la santé de la personne n'est pas en danger. Mais s'il y a lieu de s'y rendre rapidement, on est en mesure de s'y rendre rapidement. Donc, je vous dirais, moi, si vous avez certains besoins à soumettre, de contacter les voies standards qu'on utilise pour contacter le soutien à domicile là, via nos guichets d'accès, de quand même soumettre vos demandes, c'est vraiment important. On voit le même parallèle un petit peu à la télé. Là, on voit une certaine médecin là, s'adresser aux gens dans la population pour dire « Empêchez-vous pas d'aller à l'urgence si ce que vous avez besoin, c'est d'aller à l'urgence. » Parce que là, vous allez vous mettre en danger vous-même si vous ne le faites pas. C'est la même chose pour nos services à nous. Fait que oui, c'est un petit défi pour nous de répondre à l'ensemble des besoins, mais on s'organise, on priorise, puis on essaie justement d'y aller au mieux. Puis sinon, mais si on ne peut pas s'y rendre tout de suite,
d'aiguiller les gens vers peut-être d'autres services ou organismes là, qui seraient en mesure de répondre, soit en complément ou soit même ça peut tout à fait répondre totalement aux besoins là, pour les seconder là-dedans. Mais on a le souci de supporter la clientèle là, qu'on dessert normalement. Là. Juste pour... Jean-Guy, est-ce que Oui. tu peux fermer le... Micro? Oui. Dans le fond, juste parce qu'il y en a peut-être qui vont vouloir quitter, c'est super intéressant d'entendre les questions et les réponses. Il y en a que c'est peut-être plus des cas spécifiques. Donc, avant que vous quittiez, je vous mets ici le lien là, pour dans le chat ou converser pour compléter le petit sondage suite à la présentation. J'aimerais ça peut-être, Joanne ou Marie-Ève, tu sais, quand on dit le guichet d'accueil, guichet unique, c'est quoi le numéro? Y a-tu un numéro? C'est-tu le 811? C'est quoi au juste le numéro du guichet unique? C'est-à-dire qu'il y a un guichet qui est par RLS, par réseau locaux. Donc, autant Joanne a ça, ses propres numéros de son côté, que nous, du côté d'Arthabasca Érable, on a nos numéros. Fait que ce que je peux te proposer, Jannick, c'est peut-être plutôt de te fournir à ce moment-ci les numéros pour rejoindre, parce que on a des gens là, d'un peu partout là, au niveau du sud. Donc, à ce moment-là, pour qu'il y ait en main, fait que peut-être à ce moment-là, vous pourriez partager là, ces numéros-là de téléphone à nos participants là, au webinaire. Dans le fond, on va les mettre sur la page Facebook là, avec le lien sur la vidéo. Pour la vidéo d'aujourd'hui qu'on enregistre, ben, on va mettre le lien là, des guichets uniques pour que les gens sachent exactement où appeler là, pour le soutien à domicile. Si je peux juste faire du pouce là-dessus, on sait que ce n'est pas toujours aidant. Si on pouvait avoir un numéro unique comme il existe, le 811, sachez que ce sont des travaux qui sont en cours actuellement au niveau du CIUS, mais ce ne sont pas des choses qui se... On ne peut pas tourner ça du jour au lendemain, là, mais il y a des travaux actuellement pour essayer de faciliter l'accessibilité à la population, d'être capable d'avoir un numéro, une place à appeler. C'est des choses qui se travaillent actuellement, là, si ça peut vous rassurer. Puis juste pour comme question, Marie-Ève, on sait que les centres de jour, c'est dans une phase de déconfinement. Je sais que ça l'intéresse plusieurs personnes, plusieurs proches aidants. Là. Est-ce que vous prévoyez ça dans les prochaines semaines ou vous ne savez pas du tout? On n'a aucune idée parce que Parfait. ces consignes-là descendent vraiment du ministère. Donc, il y a des règles à respecter pour être capable de justement d'actualiser la reprise des activités avec toute la notion de distanciation, etc., tout dépendant du milieu dans lequel les centres de jour se font. Ce qui est important de retenir dans la présentation, c'est que il y a la possibilité d'offrir quand même du répit à ces gens-là, mais à ce moment-là, peut-être davantage à domicile. C'est important à ce moment-là de nous contacter. Pour les gens qui étaient déjà, qui bénéficiaient déjà des services du centre de jour, il y a eu des relances téléphoniques qui ont dû être faites par les intervenants pour s'assurer que ça allait bien, que la situation était sous contrôle, puis de nous aviser s'il y avait des problèmes. Mais sinon, il y a toujours la possibilité de nous rappeler et nous dire ça ne va pas, j'ai besoin de répit à la maison. Puis, parce qu'actuellement, on n'a pas de deadline. Quand est-ce que les centres de jour vont pouvoir être réouverts? Malheureusement, on n'a pas cette information-là. On doit attendre les directives de la santé publique au niveau du ministère. Parfait. Avant de passer à Huguette qui avait une question, on avait une question de Manon sur le chat, le chat. J'ai mis un S. Qui demande pour les prélèvements sanguins non urgents à Drummondville, est-ce qu'on peut se présenter à l'hôpital ou est-ce qu'on doit prendre un rendez-vous? C'est sur rendez-vous, en fait, que ça fonctionne du côté de l'hôpital. On me dit que ça fonctionne bien, par contre. Là, c'est que les gens ont vraiment une heure fixée où ils doivent se présenter pour éviter qu'il y ait un achalandage dans la liste d'attente. Parfait. Huguette, vous aviez une question. Est-ce que Huguette, vous aviez une question? iPad de Huguette? Non, ça va. Il y a Lison qui avait la main levée, mais qui est disparue. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? Dans le fond, je voulais juste mentionner que, tu sais, Marie-Ève puis Joanne ont dit, tu sais, ils ont nommé les priorités 1, 2, 3, 4. Je voulais juste vous dire,
de ne pas attendre avant d'appeler le CIUS pour une évaluation parce que souvent, on voit que les gens attendent dernière minute, attendent d'être épuisés, puis des fois, le délai d'attente est plus long. Fait que, tu sais, attendez pas d'en avoir besoin là. Essayez de prévoir le coup, tu sais, quand vous sentez que là, ça commence à être lourd, que vous sentez que l'épuisement s'en vient, faites une demande au CIUS d'évaluation pour les services. Ils ont des vraiment beaux, ils ont vraiment un panier de services complet pour vous donner un coup de main pour justement pas que vous vous épuisiez. Puis que là, tu sais, ça soit un petit peu plus difficile là, par la suite. Puis, juste vous dire aussi que, pour ce qui est des changements de milieu de vie, ça se prépare. Donc, tu sais, graduellement, il faut penser qu'éventuellement, ça se peut qu'il y ait un changement de milieu de vie. Il faut l'aborder, il faut prévoir les choses. Donc, c'est toujours plus facile quand on prévoit, quand on anticipe. Au lieu d'avoir à réagir dans l'urgence parce que là, on n'est plus capable, on est complètement épuisé. Fait que c'était juste mon petit, mon petit mot. Est-ce que Tanguy là, et j'ai Richard Gagné, mais je me souviens plus de ton nom. Carole. Carole. Eh, Carole, juste rouvrir ton micro, Carole. Ah, Là, est-ce que. c'est correct? Oui. Est-ce que tu avais une question? J'avais des commentaires à faire. Je veux féliciter les deux intervenantes du Centre de santé pour la belle présentation, très intéressante, c'était clair. Et merci pour tout le travail que vous faites. Continuez à aider les proches aidants parce qu'on a besoin de vous autres. Merci, Carole. Merci, c'est gentil. Jannick, on t'entend pas, mais il y a Jean-Guy qui avait une question. C'était ça que je voulais dire. Ben, simplement pour... alors, dans le fond, au niveau des CHSLD, là, est-ce qu'il y a de la place ou s'il y a encore des grandes listes d'attente pour... savez-vous? Bien, je peux vous dire qu'avec le COVID actuellement, il y a des places disponibles en CHSLD en lien avec plusieurs décès ou donc, effectivement, actuellement, ici, là, je vous dirais que ce qu'on entend, c'est qu'il y a de la place. Vous comprendrez que ce n'est pas nous qui sommes responsables là, des lits en CHSLD, mais les échos qu'on en a, c'est qu'il y a actuellement de la place. Je ne peux pas vous dire où exactement, où est-ce qu'il y a plus de place, mais il y a de la place. C'est bon. Merci. Est-ce que je peux dire un petit mot? Oui, vas-y, Guy. Non. Moi, ce n'est pas une phrase avec un point d'interrogation, dire une question. C'est une phrase avec un point d'exclamation que d'autres ont déjà donné, dans le sens que j'admire énormément ce que vous avez présenté. Ça demande énormément de la part des services qui sont offerts et j'ai trouvé ça très complexe. Tout retenir ça, puis s'ajuster à toutes les demandes qui vous sont faites, c'est extraordinaire. J'admire encore plus aujourd'hui ma fille qui travaille au cégep en soins infirmiers aussi, puis qui est coordonnatrice en fait. Alors, je vais la féliciter pour acter dans ce jeu-là. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci, M. Guy. Là, il y avait toujours Lison qui avait la main levée, mais qu'on ne voit pas. Donc, Lison, peut-être, si tu nous entends, ça serait à ton tour. Sinon, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions, ni dans le chat. Non, il n'y en a pas eu d'autres. J'en ai pas eu de mon côté. Parfait. Ben, merci beaucoup, Marie-Ève et Joanne, d'avoir pris du temps dans votre horaire de fou pour venir nous présenter ce qui était offert, ce qui était aussi là, peut-être un peu à venir finalement. Comme tout le monde, on vit dans l'incertitude au jour le jour, puis c'est un déconfinement graduel. Pour ceux qui voudraient du répit, on rappelle que les services ont toujours été offerts, qui continuent d'être offerts.
Donc, c'est ça, je pense. Je ne sais Pour pas si vous oublier, aviez d'autres choses à dire. la semaine prochaine, ceux qui ont le goût de faire de l'activité physique avec Isabelle et la Société Alzheimer, on va avoir un beau webinaire sur l'importance de bouger. Ça peut être complémentaire dans cette période où est-ce qu'on est un peu plus statique, là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais participez. C'est le fun. On était encore 45 au plus haut de notre pandémie webinaire, on va dire positivement. Donc, ça a été une belle rencontre encore une fois. Oui, puis juste vous dire en lien avec l'atelier d'Isabelle la semaine prochaine, il y a aussi le CIUS qui a fait des travaux sur le déconditionnement, qui ont mis certaines activités sur leur site web aussi pour faire bouger, là, parce que j'ai de la misère avec ce mot-là, là, mais déconditionnement, c'est-à-dire qu'on bouge moins là, en période de pandémie, que c'est peut-être un petit peu plus difficile, puis que la perte d'autonomie s'installe encore plus. Donc, c'est ça. Dans le fond, il y a des outils qui existent, puis on va en avoir aussi là, la semaine prochaine. J'aurais peut-être juste fait un petit mot, Jannick, avant de terminer. Oui. Bien, merci de nous avoir accueillis, moi puis Marie-Ève, pour présenter ces services-là aujourd'hui, puis situer les gens un peu, on est rendu où, le soutien à domicile dans le contexte de pandémie. Et merci aussi à vous d'être là puis de permettre certains réseautages, puis support et information aux aidants. Pour maintenir ces usagers-là à domicile et les maintenir dans leur niveau d'autonomie, c'est le succès de plusieurs morceaux de casse-tête en même temps et vous en faites partie. Vous êtes le relais aussi à travers plusieurs morceaux de casse-tête. C'est vraiment important ce rôle-là. Puis bravo aux gens qui prennent le temps d'y participer pour aller justement à la pêche, au support qui peuvent leur être offerts tant aux usagers qu'aux aidants. Bravo, c'est une belle réalisation. Bien, merci. Madame Lison est revenue. Est-ce que vous aviez une question? Oui. Allez-y. Puis juste avant que vous parliez, il y a Wendy qui est travailleur de milieu. Je ne sais pas si vous connaissez les travailleurs de milieu pour aînés, mais si jamais il y en a qui ont besoin d'un support psychologique, les travailleurs de milieu pour aînés sont là aussi pour vous aider. Moi, j'en ai besoin. Oui, ben, vous pouvez contacter, je ne sais pas si vous voyez Wendy dans le chat, mais elle va pouvoir vous laisser son numéro. Vous êtes de où? Moi, de Plessisville. OK, ben, je vous indiquerai là, le numéro de téléphone de la travailleuse de milieu, puis aussi Linda de l'Association des proches aidants, si vous êtes une proche aidante, là, qu'on pourra vous laisser leur numéro. OK. Wendy. Ah, tiens, je le vois, Wendy. Mais Wendy, elle est à Drummondville. Je vais vous laisser celui de Linda. 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 Elle est dans l'érable Arthabasca. Oui, elle est de l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Je ne sais pas si elle est encore là ou elle a dû quitter, mais je vais vous transmettre là, ses coordonnées. Puis, c'est-tu Joanne ou Marie-Ève qui est dans l'érable? C'est moi. C'est Marie-Ève? OK, dans l'érable. OK. Parce que l'aide psychologique, là, ah ouais, là, justement, là, on vient de m'appeler, là, et Seigneur. Je te dis que, ouais, on a besoin d'aide, mettez-en qu'on a besoin d'aide. Fait que moi, je vais contacter Linda, qui est travailleuse de milieu, là. Dans le fond, Linda est directrice de l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Ah, OK. C'est Linda Bouchard, puis son numéro, c'est 819 oui. 795-3577. 3577. Linda Bouchard. Bon, OK. Bon, oui, mon autre question, moi, c'était pour la mise à jour, pour aller voir les mises à jour, le site, là, sur quel lien qu'on va ou… Vous parlez des mises à jour pour les règles en lien avec les proches aidants, les visites. Oui, oui. Là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez aller sur le site Internet du CIUS, d'abord ici, Centre du Québec.
où est-ce qu'il y a dans la section COVID, il y a une section pour les proches aidants. OK. Et sinon, vous avez sur le site du ministère où est-ce qu'il y a également là, un onglet pour les proches aidants là, en lien avec la COVID. Là. OK, parfait. Selon moi, vous devriez retrouver quand même là, pas mal d'informations sur le site Internet du CIUS. Peut-être que le lien sera plus facile à trouver à ce moment-là. Ben, merci beaucoup tout le monde. Puis, ben, on se redit à la semaine prochaine. Puis, Marie-Ève et Joanne, lâchez pas. Merci. Hey, lâchez pas tout le monde, en fait. Tout le monde est dans le même, la même tempête, si on veut. Oui. Ben, merci. bye. Merci, au revoir. À la semaine prochaine. Bye bye.